Rebonjour à toutes et à tous. Vient donc le deuxième moment de cet après-midi intitulé la communauté des morts et des vivants. Et avant toute chose, et afin de faire les présentations, il nous revient de présenter nos invités, les invités de Fellowin. Je vais commencer à ta gauche, Francesca, par présenter Alice Diop. Bonjour, merci beaucoup d'être ici. Alice, on ne va pas faire semblant de se vouvoyer, on va se tutoyer. Tu es cinéaste d'abord et avant tout, cinéaste avec une œuvre derrière toi qui est à la fois une œuvre de documentaire, une œuvre de fiction et une œuvre qui, à maints égards, interroge les relations entre le documentaire et la fiction. On peut rappeler... Ça se fait dans ce genre de cas. Le César du meilleur court-métrage pour ton film Vers la tendresse, le double prix à la Berlinale pour Nous, ce film assez extraordinaire où la silhouette de ton père et celle de ta mère passent, et il sera question des absents ici. Et puis ce long métrage de fiction Saint-Omer qui a obtenu entre autres choses, et c'est tout de même assez drôle, le César du meilleur premier film. Donc on peut être un premier film finalement assez tard dans une filmographie. Film évidemment extraordinaire où la question de l'absence est également là. Rappelez que en parallèle de ton activité de cinéma, tu enseignes à Harvard en tant que professeur artiste invité, que tu es également titulaire de la chaire de cinéma de Sciences Po cette année, et puis que tu es en pleine préparation d'une lecture, d'une mise en scène du voyage de la Vénus noire dans le cadre du festival d'automne. Et merci mille fois de voler quelques instants à la préparation de ce spectacle pour nous rejoindre cet après-midi. Et à mon tour de présenter Dorcy Rugamba. Merci Dorcy d'abord. Et Dorcy Rugamba est un auteur, acteur, metteur en scène rwandais. Il a d'abord été formé aux arts de la scène par son père, Cyprien Rugamba, écrivain, chorégraphe, compositeur et conservateur du musée. Dorcy t'es installé entre Bruxelles et Kigali, et parmi beaucoup d'autres choses, tu as été aussi le co-auteur du spectacle légendaire Rwanda 94, présenté en 99 au Festival d'Avignon. Et nous nous sommes rencontrés la première fois en 2024 à Kigali, pour la première édition de la Trinaire de Kigali, duquel tu es le directeur artistique. Et Faustin Lignacoula, merci d'être là, Faustin. Tu es chorégraphe, metteur en scène, danseur, et tu vis et travailles à Kisangani, en République démocratique du Congo. Tu es aussi le fondateur de Studio Kabako, un lieu dédié au cinéma, à la musique, à la danse, le théâtre, un lieu ouvert aux artistes congolais, aux artistes du monde entier. Tu es aussi très cher au Festival d'automne. Tu as présenté la première fois une pièce en 2009 au Festival d'automne, et cette année aussi, les mois derniers, une pièce co-signée avec Franck Moka à Chaillot, du titre Profanation. Merci aussi d'être là. Alors, Fellowin, tu fais la preuve finalement qu'on peut être à la fois infiniment reconnaissant à quelqu'un et lui en vouloir terriblement, parce que tu nous as mis dans une situation parfaitement impossible. Impossible cet après-midi au point que je m'en étrangle. Bien difficile en tout cas de revenir. C'est toujours difficile de poser des mots après un spectacle, un beau spectacle, et celui qui rend les mots qui le suivent inutiles. Mais en l'espèce, la difficulté est plus grande encore, ce d'autant que le spectacle s'ouvre par le combat, d'une certaine façon, d'une histoire avec les mots qui pourraient ou qui échoueraient à la raconter. Donc nous voilà bien, après la lecture qu'on vient d'entendre. Et du coup, à toi de nous en sortir, ou s'en sortir, et peut-être commencer par te demander pourquoi... lorsque nous avons imaginé cette séance, il t'a semblé évident d'emblée que c'est ce texte-là qu'il faudrait faire entendre au titre de la question que tu avais envie de poser, celle de la communauté des morts et des vivants. J'aimerais d'abord dire un grand merci à Dorcy et à Majnoun de nous avoir
offert cette puissante lecture-spectacle. Et merci à Faustin et à Alice d'avoir accepté de venir converser avec nous sur ce plateau. Il m'a semblé évident que Ewa Rwanda, Lettres aux absents, était une proposition qui faisait pleinement sens dans l'idée de penser ensemble la communauté des morts et des vivants. On le voit bien, on l'entend bien à la fin. À partir de ces absents, Dorcy refait communauté de vie après un long voyage auquel il nous convie. Et c'est la question de la vie commune qu'on a décidé de poser dans ce cycle. Et donc de la communauté, avec qui fait-on communauté, comment fait-on communauté, et quelle est la place de ceux qui ne sont plus là, ceux qui ont disparu, ceux qui sont absents, dans ce faire communauté. Donc du coup, généralement, on fait, je dirais, beaucoup plus simplement, de manière beaucoup plus évidente et naturelle la communauté avec ceux qui sont là, ceux que nous voyons, avec les vivants, et nous savons que les communautés humaines sont fondées aussi par leurs absents. Et donc dans cette réflexion-là que l'on tente de l'hospitalité, de la mutualité, de la vie commune, donc il m'a semblé important de ramener la problématique, justement, de l'absence, du deuil, du rituel, du faire communauté, de l'élargissement de l'espace affectif, l'espace du lien, au-delà de ceux qui sont là et présents, et toutes les problématiques et toutes les questions que ça pose. Je ne serai pas plus long que ça. Je pense que, effectivement, tu as raison. Après ce que nous avons vu, les mots nous manquent, mais je pense qu'on peut engager une conversation dans plusieurs directions. Et je te rends la difficulté à Francesca et à toi pour nous amener à cette discussion-là. Merci Félouine. Et je dirais qu'on peut tenter petit à petit, par petits pas, à rentrer dans cette matière et peut-être en commençant à vous adresser la question de la présence des absents, de la présence de l'absence dans vos pratiques artistiques. Avec Dorcy, on sort de cette matière. Dans ton travail, Mathieu, même dans l'introduction, l'a cité, il nous a donné déjà une image dans un de tes films. Et peut-être, Alice, si tu as envie de nous aider à décrypter cette présence des absents et des absences dans ton travail, pourquoi elle t'est chère et pourquoi elle est si importante. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup, Dorcy, pour ce spectacle. Je ne suis pas certaine de pouvoir être très claire après l'émotion qui me submerge absolument après ton spectacle. Vraiment, c'est une sidération, c'est une douleur, c'est une gratitude, une reconnaissance envers ton geste pour tes morts et aussi pour les nôtres et aussi parce qu'on les pleure aussi et on pleure ceux qui sont pas loin de nous, ceux qui sont encore en train de mourir sous les bombes. Enfin, il y a une telle force, une telle résonance avec tout ce qu'on vit actuellement qui fait que c'est très 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 difficile d'être clair et d'être limpide et voilà. Donc excusez-moi déjà pour cette confusion-là, mais cette confusion, elle dit l'état d'émotion très 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 fort dans lequel m'a plongé ton spectacle. Et c'est marrant parce que j'ai discuté cette semaine avec Félouine quand on a discuté de cette invitation que j'ai reçue il y a très longtemps, mais on n'avait pas eu l'occasion de s'en parler depuis longtemps. J'avoue que je ne voyais pas complètement le lien de mon travail, ce qui est complètement aberrant aujourd'hui, mais entre mon travail et cette question-là. Et en fait, le fait de ne pas le voir directement, c'est une forme de déni qui, sans doute, m'aide à créer. Parce que je pense que la question de mes morts, elle est centrale dans mon travail. Je pense qu'il n'y a pas un film que je n'ai pas fait en l'honneur ou pour venger ou pour réparer ou pour soigner mes morts. Je pense que je suis en communauté, en connexion avec mes parents qui sont morts quand j'étais assez jeune. Ma mère est morte quand j'avais 17 ans et mon père quand j'en avais 20. Et je pense que tous les films que j'ai faits aujourd'hui, je leur adresse secrètement.
je guéris quelque chose de ce deuil, je guéris quelque chose de leur mort, et c'est pas forcément quelque chose que j'ai besoin de formuler. En tout cas, je me le formule jamais au moment où je le fais, mais ça surgit toujours par effraction, c'est-à-dire que ça apparaît comme ça dans des choses qui semblent n'avoir rien à voir. Je me souviens par exemple d'avoir compris à quel point la permanence était adressée à mon père le premier jour de la projection du film, quand une femme est venue me rendre le bonnet Cabral que je lui avais prêté pour une émission. Et en fait, elle essayait de me joindre depuis 5 ans. Et ce jour-là, le premier jour de la projection, c'était à Pompidou, au Festival du Réel. Elle est venue me remettre le bonnet Cabral de mon père que je lui avais remis. Et tout d'un coup, en possédant cet objet, je me suis dit, mais en fait, c'est pour lui que j'ai fait ce film. C'est-à-dire que c'est pour lui, et c'est au nom de sa douleur, au nom de la douleur de son exil, que je me suis tenue chaque semaine dans cette salle pour aller récolter des récits que lui ne m'avait pas donnés, que lui ne m'avait pas dit. Saint-Omer, encore une fois, je pense que c'est un autel ou un mausolée dressé à ma propre mère. Et la Vénus, encore une fois, alors que c'est un chemin complètement différent, alors que c'est une histoire très différente, qui n'est pas directement liée à mon intimité familiale, qui n'est pas directement liée à mon histoire, à l'histoire de l'immigration. C'est une traversée dans l'histoire de l'art, autour de la nécessité de réfléchir à la représentation, à l'absence de représentation de ces corps noirs, de ces corps de femmes noires dans l'histoire de l'art. Donc a priori, c'est un projet complètement théorique. Et pourtant, quand j'ai décidé de performer, de lire ce texte, alors qu'à la base, c'était une comédienne qui devait le faire, c'est parce que je me suis retrouvée comme dans un concours de circonstances à devoir lire ce texte devant ma propre sœur. Et parce que j'ai adressé ce texte à ma propre sœur, alors tout le hors-champ, tout le background complètement intime et complètement personnel de ce projet-là m'est apparu. Et derrière ma sœur, ma mère est apparue. Le fantôme de ma mère est apparu, le fantôme de ma mère est rentré dans la salle et je l'ai vu et j'ai su en fait ce qui, de façon obsessionnelle, me lie à ce projet. Il y a quelque chose d'une réparation de ce qu'a été sa vie, de ce qu'elle n'a pas pu dire, de ce qu'elle ne m'a pas dit, de ce que j'ai compris sans avoir besoin qu'on me le dise. Il y a quelque chose de ça dans ce projet. Et depuis, à chaque fois que je le lis devant des gens, et à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la lecture, c'est quand ma mère apparaît. Elle est apparue 2 fois pour l'instant. Elle n'apparaît pas tout le temps, mais elle est apparue 2 fois dans la salle où je répète. Et j'espère qu'elle apparaîtra encore. Et que quand elle décide d'apparaître, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose. Et c'est une longue introduction pour revenir sur ton spectacle, Dorcy. Ce que je trouve hyper beau. Et pendant longtemps, j'ai cru que le fait d'adresser ces choses-là à nos morts devait nous mettre dans un certain état émotionnel. Et c'est parce qu'on serait dans cet état émotionnel que d'une certaine façon, on serait en connexion avec eux. Et ce qui m'impressionne profondément dans ton texte, dans la mise en scène, c'est la précision de l'écriture, c'est la précision de la mise en scène qui fait qu'il y a quelque chose de ton émotion qui est complètement contenu et qui peut être adressée. Et c'est parce qu'elle est retenue, c'est parce que d'une certaine façon, elle nous arrive de façon fracassante. C'est toute ton histoire qui fait effraction dans nos vies. Et, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de ça que je trouve... que je voulais dire, je sais même pas, je suis en train de me perdre toute seule dans un truc, mais bref, en tout cas, merci. Merci vraiment. Merci Alice. Et justement, le fait, dans la question des tes absents, des tes morts, et quand tu arrives à parler du voyage de la Vénus noire, tu parles aussi d'une autre absence, qui est l'absence du corps noir dans la peinture. Et donc, c'est aussi cette tension entre l'absence intime des morts qu'on connaît, Dorcy, dans le spectacle, tu dis la fin du monde. En fait, c'est cette absence, cette mort qui représente la fin du monde. Mais il y a aussi cette autre absence des morts qui ne sont pas les nôtres. Et cette présence aussi, cette double possibilité qui des fois coïncide, que je voudrais t'adresser, Faustin, aussi, comment ces absents et cette tension entre des absents, des morts qui sont les nôtres et d'autres morts, d'autres absences, peut être présente dans ton travail
et comment cette question te travaille à toi. Peut-être 2 anecdotes pour commencer. Je suis à Kinshasa il y a une 20aine d'années et je rencontre un camarade de lycée de nombreuses années après et il dit « Est-ce que tu te souviens de Tédika ?» Ma réponse est « Quoi? Il est mort ?» Et j'étais avec Virginie, la mère de mes enfants, française née en Normandie, qui donne un coup en disant « Mais comment tu peux parler comme ça? Peut-être qu'il s'est marié et tout. » Et Jean lui répond « Ouais, il est mort. » Ce jour-là, j'ai réalisé combien le compagnonnage ou la familiarité avec l'idée de la mort fait partie du quotidien. Deuxième anecdote, quand je grandissais dans les années 80 au Zaïre, à Kisangani, c'est quand quelqu'un mourait qu'on allait voir le menuisier pour faire un cercueil. Aujourd'hui, dans nos villes, il y a des marchés au cercueil, de toutes les tailles. Il y en a qui font à peine 70 cm pour les bébés qui meurent, et puis pour les grands, et tout ce qu'il y a au milieu. C'est dire combien, là aussi, on a accepté cette idée que la mort, elle est là, et qu'on peut mourir juste comme ça. Et cette familiarité avec la mort, en fait, s'est accentuée depuis que les morts qui ont été sémés sur les terres de Mille Collines, les terres du Dorcy, ont traversé vers l'ouest, l'ouest du Rwanda, mais l'est du Congo, mon pays. Et ces porteurs de morts se sont nichés dans la forêt, dans les marais. Et on se rend compte en fait que quand une réalité comme celle-là se niche dans la forêt, dans les marais, ça devient extrêmement compliqué de l'extirper de là. Et qui fait que, plus de 30 ans après, nous continuons chaque jour à compter les morts. Et c'est d'une banalité incroyable. Il y en a qui parlent des millions de morts depuis 30 ans au Congo. Ce qui me gêne dans cette statistique-là, c'est que ce n'est que ça, des statistiques. Comment donner un visage? Comment donner un nom à tous ces morts qui finalement nous accompagnent? Notre structure, compagnie, je ne sais même pas comment l'appeler, s'appelle Studio Kabako. Kabako, au départ, c'est un personnage dans une pièce de Bernard Dadier, écrivain ivoirien. Et dans la pièce Moi seul, il y a un personnage de Kabako qui se présente de manière assez pompeuse. Des trucs du genre, je m'appelle Kabako, je suis Kabako, encore Kabako, toujours Kabako. C'est quand il y a Kabako que Kabako devient Kabako. Et il se trouve qu'il y a un ami avec qui on a rêvé de changer le théâtre et la littérature du continent africain quand on avait 15 ans. Rien que ça. On s'est dit, si on n'est pas prétentieux quand on a 15 ans, on ne pourra jamais rien faire de sa vie, je pense. Il avait joué ce rôle-là et après, tout le monde l'appelait Kabako. Et ceux qui ne le connaissaient pas d'avant étaient convaincus que ça avait toujours été son nom.
En 1994, moi j'étais déjà depuis 1 an au Kenya. Il était en route pour venir me rejoindre. Et il est mort à 26 km de la frontière avec l'Ouganda, dans un village qui s'appelle Gonyeri. Il est mort de la peste. Maladie dont je pensais, jusqu'à ce moment-là, qu'elle n'existe plus que dans les livres. Mais on meurt encore de la peste, aujourd'hui encore. Et en 2006, la première fois que Hortense et Vincent Baudrier ont accueilli mon travail au Festival d'Avignon, c'était un spectacle où on rendait hommage à Kabako, et notamment tous ces écrits qu'on jetait sur le plateau, qu'on mettait dans une malle, qu'on jetait, parce que je ne savais pas quoi faire de cette mort qui m'accompagnait. Et je me suis dit que la seule manière de ne pas avoir peur, c'est de créer encore plus de compagnonnage, de faire comme si il n'est jamais mort. J'ai beaucoup pensé à ce poème de Birago Diop, Souffle. Les morts ne sont pas morts, ils sont dans le vent. Voilà. Et donc, peut-être qu'en grandissant, j'avais peur de la mort. L'idée même de la mort nous terrorisait. Après la mort de Kabako et tous les morts que je connais, chaque jour, il y a toujours des histoires de morts. Le travail aujourd'hui, c'est comment faire la paix avec ça. Et quand je danse, peut-être pendant très longtemps, j'ai abordé le spectacle comme si c'était une bouteille à la mer, en espérant que quelqu'un va capter ce message. Mais tout a commencé à changer quand j'ai commencé à penser à ça en termes de lettres que j'adresse. Je dis, à qui je l'adresse cette lettre? Il y a plusieurs possibilités, mais l'idée d'adresser une lettre aux absents est tellement au cœur du travail, et des absents qui ne sont pas forcément morts. Qu'est-ce que c'est que d'être sur une scène à Paris et de danser en disant que c'est une lettre pour ceux qui sont quelque part au Congo, à Kisangani ou à Lubunga ou à Ubundu, des morts vivants finalement, qui n'auront peut-être pas la possibilité. Si je pouvais, je tournerais chaque jour dans tous les villages, dans toutes les villes du Congo. Je ne peux pas leur parler. Ils auront peut-être, on n'aura jamais la possibilité de partager ce travail, mais comment? Juste savoir que ce que je fais à des milliers de kilomètres va peut-être être une énergie qui va les atteindre, me permet de supporter l'absence. Parce qu'au fond, on ne fait que ça, on écrit, pour citer Borges, on n'écrit que pour soi, pour quelques amis et pour apaiser le cours du temps. Voilà. Donc si je vais peut-être me permettre de repartir de 2 ou 3 choses qui ont été dites pour revenir sur le spectacle. 3 pistes ou 3 questions. La première, ce que disait à l'instant Faustin, avec cette affaire de la mort qui se niche et qui se cache dans les forêts, dans les marais, qui s'indure finalement, qui insiste et qui du coup continue de produire ses effets. Il y a évidemment des phrases, des pages dans le texte sur la question de la haine et sur ce que fait la haine qui sont bouleversantes. Et moi, une des choses qui m'a frappé, c'est la manière dont le texte ne cesse, d'une certaine façon, en même temps, d'enjamber ce moment du meurtre, d'être avant, d'être après, d'être avant, d'être après. Non, évidemment pas pour l'éluder, mais pour faire en sorte que autre chose que le meurtre soit dit et qu'un autre rapport de la vie à la mort se noue et que les bourreaux ne soient pas non plus au centre de l'histoire, j'imagine. Donc voilà, j'aurais bien voulu vous poser une question là-dessus. Une deuxième chose, c'est autour de cette affaire d'adresse.
Et c'était présent dans ce que vous disiez, et Alice et Faustin, autour de cette idée que les absents ne sont pas ceux dont on parle, mais ceux à qui on parle ou avec lesquels on parle, en tout cas qui n'ont pas dans le paysage la place d'objets, qui sont vraiment des interlocutrices ou des interlocuteurs. Je trouvais ça frappant et ça, évidemment, ça résonne avec le titre du spectacle. Puis une dernière remarque dont je ne sais pas du tout quoi faire. Je me disais que les spiritualités ou les religions interrogent la vie après la mort. Et je suis frappé, en repensant aussi à tes films, Alice, qu'il y a une autre manière d'approcher cette même question qui est de parler de la vie avant la mort. Qu'au fond, il y a une manière de rituel qui consiste non pas à s'interroger sur ce qui suivra, mais sur ce qui a précédé et à redonner vie à ce qui a précédé. Ce sont trois choses qui m'ont particulièrement frappé, moi, dans le spectacle, évidemment. Merci pour la question. Je suis très touché en fait que ce débat, cet après-midi, se tienne aussi un 2 novembre, parce que c'est le moment où tous, en fait, où les gens vont dans les cimetières, où la question des morts vraiment est très présente, et quelles que soient les conditions d'ailleurs de départ des absents. Et ça permet vraiment de prendre un temps, de se poser. Et pour se poser la question de la mort, pose fondamentalement la question de la vie aussi. Les deux sont liés. De fait, toute la dignité qu'on accorde aux morts permet à la vie de retrouver sa sacralité, en fait. Et je pense que c'est fondamental. Par rapport à la question, c'est très juste, en fait, l'idée que je ne voulais pas que, en tout cas pour ce qui concerne le Rwanda et dans ce récit, que les meurtriers soient le centre du récit. Presque d'une certaine manière, vraiment de les chasser même de ce récit-là. De ne pas, moi, personnellement, me faire le griot des meurtriers. Et c'est la chose la plus difficile. C'est peut-être par rapport au Rwanda, une des choses les plus difficiles à vivre, c'est que, évidemment, quand il y a un événement comme celui-ci devient spectaculaire, ce sont des images graphiques et qui font effectivement les médias en parlent, il y a tout un récit qui se met en place. Et souvent, ce récit, finalement, se focalise sur ce qui est spectaculaire, sur l'atrocité, sur le meurtre, et forcément sur les meurtriers. Et très difficile, très vite, en fait, finalement, les victimes disparaissent. Ne deviennent plus que des nombres ou des données. Et alors, ça devient un chiffre impressionnant et on ne les retrouve plus. Et on se dit, mais tiens, ils ont complètement disparu. Ils existent d'une manière complètement désincarnée, en fait. Et c'est là où je pense que dans nos métiers, nous sommes des raconteurs d'histoire, quel que soit l'outil que nous utilisons, que ce soit Faustin par la danse, Alice à travers le cinéma, nous essayons de nous réemparer en fait finalement du récit et de changer la perception. Et moi, vraiment dans ce travail-là, je me suis dit, c'est important que les gens retrouvent vraiment, soient rendus à leur propre vie. Et réalisant même que le génocide tue deux fois, c'est-à-dire s'attaque à la vie réelle, justement, le corps, mais va s'attaquer quasiment à l'existence. Et qu'on risque de les voir totalement disparaître, alors qu'un être humain est beaucoup plus important, a plus de dimensions que la dimension végétative de son être, que son corps. Il y a sa culture, il y a ses actions, il y a ses rêves, ses ambitions, tout ce qui l'ont porté et qui demeure. Et je pense que pour moi, c'était extrêmement important justement de revenir à ça. Mais je réalise aussi après le temps, évidemment, la question de la mort, c'est une question continuelle, on n'arrête pas de se poser la question. Francesca disait, oui, évidemment, pour nous, c'était la fin du monde, c'est-à-dire que le monde d'avant, les gens de ma génération, nous vivons effectivement avec un calendrier qui est barré par la césure de 94. Il y a
l'avant, il y a l'après. Et le monde d'avant a totalement disparu. Et ce qui a cessé d'exister, c'est pas seulement les gens, c'est ce qu'ils représentaient, c'est leur culture, c'est leur manière d'être, c'est les manières de vivre, c'est toute une vision du monde. Et on se retrouve dans l'après, quasiment comme au commencement du monde. Dans mais par où on commence? Comment est-ce que... Même les questions les plus simples, tout simplement, on se réunit comment, on fait comment. La question du deuil au Rwanda, elle s'est trouvée complètement dans un vide. C'est ce que dit le spectacle aussi avec le rapport à la langue et à la manière dont la langue est devenue accrochée sur des cimaises. Oui, complètement. C'est-à-dire que, par exemple, sur le lendemain du génocide, les gens étaient confrontés à deux difficultés absolument insurmontables. L'absence des corps. Beaucoup de gens ne savaient pas tout simplement procéder à des funérailles parce que les gens se sont évanouis, y compris leurs restes, les dépouilles, donc ils n'étaient plus là. Et qu'il fallait... Et puis, le travail de deuil s'est trouvé aussi une autre difficulté, parce qu'on est dans un pays très chrétien, donc les rituels qui existaient de deuil, c'était des rituels hérités justement de l'Église catholique, et l'Église catholique était mise en question par sa responsabilité. Les gens se sont trouvés dans l'impossibilité d'avoir une cérémonie. Et c'est là où je pense que l'art aussi est venu à la rescousse, pour reproposer des cérémonies, reproposer d'autres choses qui vont suppléer à ce vide, de trouver comment est-ce qu'on peut recomposer avec ces absents tellement nombreux, mais avec lesquels on va devoir vivre, et qu'il leur faut une place, il leur faut un temps, il leur faut un récit et une cérémonie. C'est là où je pense qu'effectivement il y a une proximité entre l'art et vraiment la spiritualité de fait. Félouine, est-ce que tu veux réagir à ce qui vient de l'ensemble de ce qui vient de se partager? Oui, peut-être demander à nos amis, bien évidemment, si l'adresse aux absents dans leur travail et dans leur pratique artistique est importante, quoi. Donc c'est ce que j'ai entendu. Et je suppose qu'en tant qu'artiste, la question du sens, elle se pose, la question de la finitude qui fonde le travail et la question de la trace. Et il y a dans ce que Dorsey dit la lutte contre l'oubli, qui est quand même la grande tentation et la grande corrosion du rapport à ceux qui sont absents. Qu'on le veuille ou pas, le temps passe et leur présence s'estompe. Alors peut-être, ce que j'aimerais vous demander, c'est qu'est-ce que vous faites face à cette situation-là? Est-ce que l'acte de créer suffit à lutter contre l'inexorable estompement de la présence de ceux qui vous ont fondé ou de ceux qui comptent, ou est-ce que ça se joue à un niveau beaucoup plus interne, beaucoup plus inconscient, quelque chose qui est derrière? Est-ce qu'il y a une volonté active de travailler contre la présence qui se désactive? Ou est-ce que, au fond, dans vos ressources de création, cette notion-là, elle est fondamentale, et donc on n'a pas besoin d'y penser, et c'est après coup que l'on se rend compte que fondamentalement, ce qu'on a tenté de dire relevait de cette dynamique-là. Et une autre question, c'est sur la question de la spiritualité et du sacré. Comment fait-on après? Parce qu'il y a des morts qui sont plus ou moins envisageables, acceptables, puisqu'elles relèvent de ce que nous estimons être le cours normal de la fin d'une vie. Quand la vie s'achève brutalement dans la violence, donc ces êtres voués à la mort, mais qui n'étaient pas censés mourir, donc une mort qui est peut-être beaucoup plus inacceptable que celle que l'on accepte, la mort d'un enfant, la mort après un crime. Et comment fait-on donc la paix avec ça, quoi? Je peux choisir. Je trouvais très beau ce que tu disais sur la question de mourir deux fois. Et cette chose-là, le fait que ces morts n'ont pas été racontées, c'est comme s'ils avaient été assassinés une deuxième fois, ça m'évoque
une phrase de Bergogneau qui a guidé, enfin une réflexion de Pierre Bergogneau, qui est un écrivain que j'ai côtoyé au moment où je travaillais sur le film Nous. Et moi, j'ai l'impression que dans ce film particulier, Nous, j'ai suivi pendant où je me suis arrimée à un texte de François Maspero pour retraverser la ligne B du RER. Donc il y a tout un discours politique très structuré, très conscient, politiquement, historiquement, sur les raisons qui m'ont poussé à faire ce film. Mais je crois que la véritable raison, c'est d'offrir une forme d'immémorialité aux archives de ma mère, aux très peu de traces qui me restent, les rares archives vivantes que j'ai de ma mère. Je crois qu'il y a 7 minutes 50, et les 7 minutes 50 sont dans le film. Et je pense que j'ai fait ce film pour offrir à ma mère ces 7 minutes 50 d'immortalité. Et je les ai mis dans ce film, et parce que je les ai mis dans ce film, alors il y a quelque chose de la trace de son existence qui sera conservée quelque part à jamais, en fait. Et ça, je crois que ça c'est mon rapport au sacré, c'est mon rapport à la spiritualité, c'est ce qui me meut en tant que cinéaste. C'est mon rapport très intime, très, très subjectif et très personnel à mon deuil. Mais je crois que je tente, si ça fonctionne, si de notre deuil, on en fait quelque chose qui puisse avoir un sens pour l'autre, en fait. Et je crois que dans ta pièce, c'est assez clair. Et dans ce film, il y avait l'idée de collecter les existences de gens qu'on n'a pas regardés, qu'on ne regarde pas, et au fond, effectivement, d'offrir l'immortalité à mes morts, à ma mère, à mon père, mais aussi de regarder au présent des gens qu'on ne regarde pas pour qu'on s'enquérisse de leur existence. Et ça, je crois que il y a quelque chose aussi pour moi, de profondément politique dans ce geste cinématographique, d'offrir une place et une existence dans ce film à des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Et il s'est avéré qu'après, donc j'ai tourné ma sœur, et j'étais hyper heureuse de filmer ma sœur et dans la banalité de son existence d'infirmière à Drancy. Et la plupart de ces patients que j'ai filmés dans le film sont morts pendant que je montais le film du Covid. Et tout d'un coup, la question de la mort, qui n'était pas si consciente que ça, elle est venue vraiment, elle est devenue centrale dans l'existence de ce film, qui pourtant ne parle que de la vie, ne parle que de la banalité, ne parle que de la quotidienneté, d'une existence en banlieue de gens qu'on ne regarde pas, qu'on a très peu regardé, que le cinéma a très peu accueilli, dont on a fait très peu le récit. Et ça, c'est vraiment consciemment dans l'idée qu'il ne meurt pas deux fois. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas que le rapport à mon père ou à ma mère, mais cette chose-là, pour moi, elle parlait de quelque chose d'une société, en fait, en tout cas, elle travaillait l'interrogation de qui on regarde, de qui on célèbre la mémoire, de qui on protège la mémoire, de qui on offre l'immortalité, de qui on recueille les récits pour qu'ils ne disparaissent pas, en fait. Et pour moi, peut-être que parfois, je ne sais pas si j'ai un rapport presque d'échange avec les morts, un échange marchand, presque, où c'est comme si parfois tout ce travail ou ce voyage vers les morts, c'est juste pour voir dans quelle mesure ils vont m'aider à être présent et à vivre, et éventuellement à avancer. Et comme avec le temps, ils s'éloignent, forcément. Je crois que 30 ans plus tard, 31 ans plus tard, Kabako n'est plus aussi présent qu'il l'a été, mais d'avoir une structure qui s'appelle Studio Kabako et où le cœur battant, et dans le cœur battant, c'est la formation des jeunes, ça permet peut-être de retrouver quelque chose de l'énergie de cet ami, de ce frère, et comment prolonger ça. Parce que parfois, quand on rend cet hommage, il y a aussi le risque parfois d'enfermer les morts dans leur mort, parce qu'on a construit une statue, on les a posées là, mais qu'est-ce que je peux retenir de cette énergie?
de l'énergie de cette personne et comment prolonger cette énergie. Et déjà, je me rappelle qu'en 2006, on a créé ce spectacle qui, pour moi, était un hommage à Kabako. Le spectacle s'appelait Dinosaure. Et Dinosaure, c'était le surnom du plus jeune danseur qui était sur scène. Un garçon que j'ai rencontré, il avait 16 ans, il me dit « Je veux danser avec vous ». Je lui dis bah, « Toi, tu dois être à l'école. Comment tu t'appelles ?» Je m'appelle Dinosaure. Pourquoi Dinosaure? Parce que je suis le dernier de ma race. Il me dit, si un jeune de 16 ans vient me voir, il dit, je veux danser avec vous, et il me dit qu'il est le dernier de sa race, qu'est-ce que ça fait de l'avoir dans un spectacle pour rendre hommage à un ami parti, et que le spectacle se termine par un solo que lui, il danse, pendant que moi, je suis debout à côté et je le regarde. Donc, comment prolonger cette énergie? Parce que voilà, tout n'est qu'une question d'énergie. Et à chaque fois, il y a une réalité dans la langue lingala, c'est la réalité d'un mot qui m'obsède finalement. Lobi, L-O-B-I. Lobi en lingala veut dire hier, mais il veut aussi dire demain. Et je trouve ça fascinant comment, dans un seul mot, on arrive à capter l'énergie des absents d'hier, mais aussi de ceux qui vont venir. Le passé n'est pas encore là, n'est plus là, le futur pas encore là, et pourtant Lobi est Zalobi. Lobi, c'est Lobi. Et on est dans ce cycle-là et qui pose la question de la présence, ici et maintenant, et de la responsabilité par rapport à ce lobby d'hier, au lobby de demain. Ouais, comment prolonger l'énergie? Moi, j'avais envie de poser une question qui était de vous demander aux uns et aux autres ce que vous escomptez pour la communauté des vivants de ce dialogue que vous prenez en charge avec, si j'ose dire, vos morts. Je veux dire, si la question est de prolonger l'énergie, et qu'on a parlé aussi de politique, c'est Alice qui a prononcé le mot de politique. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Qu'est-ce qu'il s'agit de faire bouger? Qu'est-ce qu'il s'agit de déplacer dans la communauté des personnes qui sont les spectatrices, les spectateurs de votre travail, dans le rapport que notre société entretient avec ces morts et peut-être plus largement avec toutes celles et ceux qu'elle compte comme des morts, qu'on ne regarde pas ou qui vivants sont comme des morts. Qu'est-ce que vous essayez de déplacer d'une certaine façon? Je suis danseur. Aujourd'hui, la plupart du temps, je suis sur des rapports comme ça, frontaux. Mais au fond, même sur une scène comme ça, j'ai l'impression de toujours rechercher le cercle. Le cercle comme cette formation presque idéale où j'arrive à voir tout le monde dans le cercle et tout le monde peut me voir. Le cercle comme cet espace idéal où l'énergie qui part de mon épaule droite reviendra forcément par l'épaule gauche, où on est connecté et où je sais que pour que le cercle tienne, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités, parce que sinon il s'écroule, s'il y en a qui sont un peu distraits. Si je vais au cœur du cercle pour danser, ça ne marche que parce que je suis conscient en ce moment-là que la cosmogonie qui est activée par le cercle nous dépasse, nous, qui sommes présents. Et donc, c'est comment
proposer des espaces qui permettent cette présence à soi et à tous les membres du cercle. Sauf que il y a l'espace entre les corps, il y a la position des corps, mais il y a surtout l'espace entre les corps. C'est peut-être dans cette tension-là que tout existe. Et qu'est-ce qu'on fait de cette distance-là entre les corps? Donc c'est comme si c'était un appel permanent à rester dans un état d'éveil. Parce que si on s'endort, eh ben, le cercle s'écroule. Et si le cercle s'écroule, ben, il n'y a plus de possibilité de circulation. Ben, l'hobby est mort, le passé devient le passé, et ça passe. Et donc c'est comment, dans la présence à mon corps, à ma colonne vertébrale ici, et comment je me place dans l'espace et la conscience de là où se situent les autres, et comment je fais pour que la distance entre nous soit toujours un espace vivant. Et ça sera pour une autre fois, mais cette distance-là, je me dis de plus en plus, il ne s'agit pas que de l'espace entre les humains. Je travaille de plus en plus dans la forêt qui est en train de disparaître, même au Congo, même à Kisangani, qui est une ville construite dans la forêt. Peut-être que comprendre la distance entre un arbre et moi me permet de garder un espace vivant. Parce que finalement, oui, on dirait que m'interroger sur le rapport aux morts, c'est m'interroger sur cette distance-là et comment remplir, charger de beaucoup de vie cet espace. Pour répondre rapidement, moi je pense que les morts peut-être peuvent quelque chose que nous, les vivants, ne savons pas faire. Parce que autour du culte qu'on fait aux morts, les vivants peuvent retrouver une unité qu'ils ne savent pas avoir autrement. Et célébrer l'ensemble des morts. Et peut permettre réellement de retrouver un dénominateur commun. Faustin parlait des 1000 collines, justement, de la mort qui s'est déplacée, qui est allée de l'autre côté de la frontière. La mort nous confronte à notre finitude, mais aussi à l'insignifiance parfois de nos préoccupations de vivants. Il permet de situer vraiment les choses différemment. Et je pense que la paix viendra aussi de la considération que nous accorderons à l'ensemble de nos morts. Et que ça peut être une manière de repartir ensemble. Tout en étant parfaitement humble par rapport à ça. Parce que moi, la résonance n'a jamais cessé de me frapper parce que nous avons tourné ce spectacle. C'est la deuxième fois que nous revenons au Festival d'automne. Et pendant tout ce temps, c'était aussi le moment où à Gaza, la mort était dispensée dans des proportions absolument incroyables. Et je me suis dit, mais tiens, tous les morts de la Seconde Guerre mondiale n'ont pas réussi à protéger les gens de Gaza. Et ils ne réussissent pas encore à protéger les gens qui sont en train de mourir au Soudan. Et pourtant, dans un monde
qui ne serait pas cynique, parce que nous sommes quand même dans un monde violent et cynique totalement. Si le monde tournait vraiment d'une manière normale et la Terre tournait rond, oui, ça permettrait de nous remettre vraiment à un endroit où la société retrouve ses tabous et de l'empathie. Je cite souvent vraiment Baldwin qui disait « Tous les enfants sont les nôtres ». C'était quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, mais il avait cette part, c'était un père, il avait cette partie très paternelle en lui. Et d'être confronté à la mort peut vraiment peut-être être une seule chance que l'humanité peut se donner pour resituer le sens et la préciosité de la vie aujourd'hui. La question de l'empathie, qui est quelque chose qu'on a beaucoup, qui a circulé beaucoup dans nos conversations, et là on la retrouve, la question de l'empathie qui est distribuée d'une façon inégale, où on le sait très bien, les morts ne sont pas pleurables de la même manière. Et est-ce que vous pensez que l'art et la pratique artistique et ce rituel qui on essaye de recomposer peut contribuer à que cette empathie soit distribuée d'une façon plus égale? Et est-ce que c'est quelque chose qui vous bouge? Et c'est quelque chose qui donne du sens à ce que vous faites aussi? Moi, je crois oui. C'est pas parce que je suis artiste que je veux prétendre que l'art, ça reste quelque chose qui est là. Mais je pense que changer de perception sur le réel peut nous mettre à un autre endroit. Je vais juste donner un exemple sur la manière. Par exemple, à un moment donné, il y a eu un enfant qui s'est noyé dans la Méditerranée. Un enfant réfugié syrien, si je me rappelle. En termes d'information, ça ne nous apporte rien de nouveau, en fait, finalement, puisque nous savons que des gens se noient dans la Méditerranée. Des Syriens et d'autres, des Érythréens, plein de gens. Ça nous empêche absolument, ça n'a pas permis à nos sociétés de s'arrêter un instant. Mais la médiation de cet événement à travers une photo a permis à ce qu'on s'arrête complètement, que les gens soient totalement touchés. Et du coup, la perception des choses, et c'est l'art joue à cet endroit-là précis, de changer de perspective, de permettre d'un autre angle de vue, peut permettre à recréer vraiment une empathie dans la société, qui peut, si les choses sont médiatisées différemment, peuvent passer complètement comme d'une manière désincarnée et qui ne nous touche absolument pas du tout. Et je pense que l'art, peut-être, rien que pour ça, c'est une faible chose, mais qui participe quand même à nous rendre nous-mêmes. Je voulais juste dire un mot sur peut-être la question de la désidentification, pour peut-être réagir à l'empathie, quoi. Donc c'est ce que Francesca dit. Il y a des morts qui sont pleurables pour nous, et il y a des morts qui ne le sont pas, puisque nous nous sommes désidentifiés à eux. S'ils font partie du camp ennemi, c'est le travail de Butler, nous ne pleurons pas leur mort. Et dans le processus de les nommer, de rendre acceptable leur mort, nous avons fait ce travail de séparation. Et nous n'avons pas assez de sensibilité pour nous identifier à toutes les formes de mort violente. Donc nous choisissons nos morts, et comme tu disais, malheureusement, les morts n'empêcheront pas donc la mort. Et peut-être que le travail que vous faites, c'est un travail de resensibilisation. Donc, comment est-ce que, tout en sachant la limite de nos possibilités d'empathie, comment est-ce qu'on peut éviter le piège de cette désidentification, quoi. Il y a aussi des morts qui sont déjà des êtres voués à la mort, dont on ne soutient pas les infrastructures de vie et dont on travaille aussi la non-pleurabilité. Lorsque la mort arrive, ils étaient déjà absents dans la vie, peut-être pas dans une zone de non-être, comme le pense Fanon, mais on avait déjà accepté
leur absence de vie dans le temps de la vie. Et ces morts-là, aussi lorsqu'ils meurent en masse, ben, nous ne sommes pas empathiques. Durant la discussion, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui nous liait, Dorcy, Majnoun et moi, c'est des absents. J'ai rencontré Dorcy, il venait au Sénégal pour continuer le travail d'un ami à lui, je pense qu'il s'appelait Younous Diallo, avec qui il avait fondé une compagnie de théâtre. Younous était décédé, et Dorcy venait continuer le travail, et il lui a écrit une lettre à un ami, que j'ai publiée dans la revue Présence africaine. Et donc il y a un absent ici qui a fondé, je dirais, le début de la relation. Dorcy venant du Rwanda, et notre père, à Majnoun et moi, ayant été témoins du génocide des Tutsis, donc au Rwanda, nous a liés à ce pays, à son histoire bien particulière, et je dirais à un processus de témoignage et d'identification. Et je me rendais compte qu'en fait, ce qui a été la source du lien, c'était ces absents-là. C'était les absents du génocide des Tutsis, l'absence du vieux colonel, l'absence de Younous Diallo, qui a été le ferment et qui a créé notre petite communauté. Donc là, c'est un exemple vraiment que je voulais prendre, qui est très concret, de cet avant, le lien qui se fait, je veux dire, dans une forme de circularité, et ce qui fonde un lien. Et je pense que nous tous, on a des exemples de ce genre-là, quoi. Et c'est juste que j'ai juste envie de dire que quand cette mort fait tellement partie du quotidien et qu'on a l'impression d'être dans un disque qui est coincé au même endroit et qui revient, et qui revient, qui revient, parfois on se sent complètement désespéré parce que on se dit, ben, on ne sortira jamais. J'ai l'impression de raconter la même histoire depuis 20 ans. Je change peut-être de titre pour qu'on continue à m'inviter dans les théâtres, les festivals, mais et donc il y a aussi quelque chose de désespérant. Ouais, parce que les morts qui me hantent ne sont pas des morts du passé. Ils sont là. Et dans des moments comme ça, il y a un sentiment de dérisoire du geste artistique. Je dis, mais peut-être parce que on est, je ne sais pas si c'est secrètement, on espère que ça peut toujours. Alors on continue, on revient. Mais je voulais juste aussi ajouter ça. Je voudrais juste apporter un témoignage, comme Felwine vient de dire ça, en fait, c'est que une certaine partie des solutions aussi réside dans les cultures traditionnelles. Que parfois, que ce soit en Afrique ou ailleurs, on a congédié sans les interroger vraiment, ce qu'elles contenaient en elles. Et que c'est possible aussi de convoquer les morts, comme on pouvait le faire dans beaucoup de cultures, et dans la mienne en tout cas. Et ce théâtre que nous avons essayé, Majnoun et moi, de façonner avec nos moyens d'expression, s'inspire aussi du culte des ancêtres. Et le témoignage que je voulais apporter, c'est que Felwine vient de le dire, et c'est important aussi de le dire, on a, en cours de route, je pense qu'on jouait au Canada, Majnoun a eu ces mots, il est venu d'abord au Rwanda, pour la première fois. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de raconter sa vie. Mais, et il a passé beaucoup de temps à essayer de retrouver la trace de son père, de son papa qui n'était plus là, mais qui a été un casque de la paix, un soldat de la paix, pendant que le Rwanda subissait le génocide. Il n'a pas trouvé. Et en rencontrant différents publics,
un soir, il dit, bon voilà, mon père est arrivé au Rwanda avec un fusil pour protéger la vie, et moi j'arrive avec une guitare pour soigner les blessés. Et quelques jours un peu plus tard, des témoignages sont arrivés, des gens sauvés par son père. Vraiment, donc par le père de Féluine et le père de Majnoun que vous avez vu sur scène ici, pour témoigner, tiens, moi je dois la vie à votre père et voilà les circonstances dans lesquelles j'ai survécu. Et c'était extrêmement touchant pour nous et très très fort. Et je me suis dit, tiens, on les a convoqués et ils répondent d'une certaine manière et ils sont là. Et il y a cette part aussi des ancêtres et toutes les cultures millénaires, tout ce que les gens ont essayé de construire comme culture autour justement des morts, à mon avis, c'est quelque chose qui peut encore être vitalisé parce qu'il contient aussi quelque chose qui engage la vie. Il nous reste un peu plus d'une dizaine de minutes et il est possible d'ouvrir, d'élargir le cercle, pour reprendre ton expression, Faustin, en prenant quelques questions. Alors ici, il y a un micro qui circule, je vois une main qui se lève là-bas. Et ici également. Allô? Oui. C'est ici. D'abord, merci beaucoup pour la musique, la lecture, le texte absolument bouleversant. Et je vois que toute l'ambiance de la discussion qui a suivi en a été complètement imprégnée. Ça me concerne aussi, donc c'est un peu difficile. Je voulais juste ajouter un élément sur l'idée de laisser partir les morts. Et que les cérémonies, justement, ont en général pour vocation de laisser partir les morts, faire ce qu'ils ont à faire, et de leur faire confiance. Eux vont revenir, eux vont nous parler, ne serait-ce que dans les rêves, tout le monde rêve, et tous les gens qui ont perdu quelqu'un dans leur vie, qui ont partagé de la vie avec eux, revivent. C'est même pas un souvenir, dans les rêves, ça se passe très concrètement. Et donc, c'est cette idée que ces morts qui ont eu une mort violente, inattendue, indigérable, le problème, c'est qu'on n'a pas les moments, les cérémonies, les mots pour pouvoir les laisser partir tranquillement. Et que cette question de retenir tous les morts, évidemment, on serait totalement encombré si on retenait tous les morts de toute la Terre, de tous les êtres, humains, non humains, etc. Et donc cette question du cercle, du présent qui est entre le passé et le futur, qui sont en même temps comme ça, c'est une manière de laisser partir et que simplement de génération en génération, eh bien les morts s'oublient, mais lentement, et au rythme où ils ont besoin de s'en aller tranquillement. Et donc c'est cette balance entre les retenir et puis les laisser partir et les laisser nous parler. Je veux dire, c'est beaucoup plus symétrique, en fait, la relation avec les morts. On peut les rappeler, mais eux se rappellent à nous de manière au moins aussi évidente. Merci. On va peut-être prendre plusieurs interventions, questions. Oui, je me permets très très rapidement de prendre la parole. Dorcy, une petite question. Un jour, toi et moi, on parlait et tu m'as parlé, oui, je pense que c'est toi, de
la notion du paradis dans lequel on a grandi. En fait, quand on a toujours ce dilemme de calendrier qui fait qu'il y a l'avant et l'après 94, est-ce que tu peux, très très brièvement, revenir dessus? Parce que pour moi, c'est un mot qui m'a reconstruit d'une certaine façon, parce que je me suis rendu compte qu'il y a finalement un truc ineffaçable. C'est ce petit paradis dans lequel on a grandi avant. Est-ce que tu peux juste en parler un peu? Et une toute petite question pour Féline. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'ondium? Alors, il y a beaucoup de... Je ne sais pas si je prononce bien l'ondium. Ok. C'est... Ok. On va prendre une troisième intervention avant de redonner la parole au plateau. Ici. Ah oui, très devant. Ah. Mais vous savez, on voit très peu, donc même les voix ont l'air de venir d'une absence très lointaine. Alors, je vais peut-être me lever. Ça va Vous étiez là? Je me range dans les remerciements de tout à l'heure. Ah. Alors j'avais juste une petite question. Alice disait tout à l'heure que parfois elle a vu le fantôme de sa maman. Alors j'ai compris dans tout ce qui a été dit que c'est pour elle une source d'énergie. Et tout à l'heure dans le récit qu'on a eu avant, j'ai oublié le nom de notre ami du Rwanda qui nous a présenté ce récit-là. La question que je voulais lui poser est la même. Est-ce que vous avez aussi parfois cette expérience de revoir ces morts-là, notamment l'un ou l'autre de votre famille, peut-être votre maman dont vous avez plus parlé? Merci. Voilà, merci. À mon tour. Donc bonjour à tous et merci de m'avoir donné la parole. Moi, ma question, c'était surtout, parce que là, je vois la diversité, je vois du Rwanda, du Congo, et souvent dans mon groupe d'amis, j'ai eu une expérience où parfois j'écoutais par exemple du Corneille, qui est un artiste rwandais, et il m'a dit oh, j'aime bien sa musique, mais il est rwandais. Et il y a ce phénomène-là que je remarque de plus en plus, où les gens ne sont pas forcément informés de la situation, ne se rendent pas vraiment compte du travail des artistes qui peut être fait. Et je voulais savoir quels conseils, quelle idée je pouvais leur donner pour leur montrer que non, c'est pas ça. C'est pas Rwanda, Congo, c'est beaucoup plus fort que ça. Brièvement, parce que sinon on n'aura pas le temps de rendre la parole à nos intervenants. Bref. Mais merci infiniment à vous tous et vraiment du fond du cœur. Et cette aspiration à une vie commune à l'échelle planétaire, moi je trouve que c'est très important aujourd'hui. Entre morts et vivants, on peut peut-être faire quelque chose. Et justement, si vous pouviez nous en dire un mot sur... C'est tout. Rapidement, je vais essayer dans l'ordre.
Il y avait la question justement de laisser partir les morts. Je pense que oui, bien sûr. Alors, je vais encore me référer vraiment aux cultures anciennes, puisqu'elles me parlent beaucoup. Le culte des ancêtres dont je me suis inspiré pour écrire le livre, pour faire ce spectacle, tel qu'il se passait au Rwanda, la tradition, c'est qu'il y avait des cérémonies nationales, notamment la transhumance des bovins vers les eaux salées du Nord, s'accompagnaient de cérémonies, et ces cérémonies permettaient à ce qu'on dise au revoir à des ancêtres de la 8e ou la 9e génération, parce qu'on considérait qu'ils ne revenaient plus visiter les vivants. Donc c'est quelque chose, c'est une question qui a toujours préoccupé les vivants, de se dire, tiens, à un moment donné, mais je crois que c'est important aussi de rendre un culte aux morts, de leur libérer une place, un espace, parce que si une société qui s'empêcherait absolument de le faire serait vraiment totalement s'exposerait à une santé mentale déficiente, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus dire « Ah tiens, c'est fini, ok, au revoir ». C'est un dispositif qui prend du temps, mais parler du culte des morts, ça ne veut pas nécessairement dire tirer une corde tragique ou sensible, ou même faire... la mort n'est pas nécessairement pour moi une finitude, donc ça ne vous aura pas échappé que, par exemple, ce spectacle se termine sur une naissance. Et que dans cette naissance, justement, les paroles qui sont adressées au père, c'est de lui dire que l'enfant qui est revenu lui ressemble. Et c'est une manière, effectivement, de manger les ancêtres, comme on dit dans certaines cultures. Donc les ancêtres se mangent, je pense que c'est une autre manière aussi de leur trouver une place qui ne soit pas nécessairement une récrimination, une ritournelle, c'est pas du regret nécessairement. Serge, comme ça j'évacue complètement toutes les réponses. Serge a parlé du paradis. C'est pas un autre paradis parce que nous sommes rwandais. Je le pense vraiment pour ceux qui ont eu la chance d'avoir une enfance heureuse, que vraiment l'enfance, c'était le lieu vraiment, j'ai l'impression qu'on est éjecté hors du paradis quand on devient raisonnable et sage. Donc il y a quelque chose qui nous échappe. On sort de ce monde enchanté et que, voilà, je pense qu'on essaie de retourner à travers l'art d'une certaine manière. Et puis, il y a eu, oui, je crois que c'était ça. Les apparitions, j'ai pas la chance d'Alice. Oui, je te passe la parole parce que je t'envie. J'aimerais tellement que ma mère m'apparaisse. Mais comment est-ce que ça vient? Comment est-ce que ça t'arrive? Elle vient pas toujours. Elle vient pas toujours, vraiment. C'est l'enjeu de savoir si elle apparaîtra le 19 novembre. J'espère. Jom en Wolof, c'est sens de l'honneur. Si on dit que cet homme, cette femme a du jom, ça veut dire qu'elle a de l'honneur, quoi. C'est une vertu dont on se targue au Sénégal, et c'est aussi une invitation à avoir du jom, avoir de la fierté, de l'honneur, de se dresser quand il le faut, etc. etc. Si c'est bien jom. La vie commune à l'échelle planétaire, je pense que ça doit rester quand même, malgré tous les malgrés, malgré le fracas, la violence, le chaos, je pense que ça doit rester une aspiration et un horizon, quoi. De se poser la question de savoir comment aménageons-nous les conditions sociales, politiques, éthiques, philosophiques, économiques d'une vie commune à une grande échelle. Et comment est-ce que nous déjouons, je veux dire, la guerre de tous contre tous. Alors, dans des temps comme les nôtres, ça peut sembler un peu utopique, puisque la matérialité et la brutalité du réel est là pour nous rappeler que nous sommes loin du compte. Mais je pense que ça doit demeurer un chantier inlassable qu'il faut reprendre, quoi, et ne pas absolument consentir à la nuit, à cet état de fait, et tenter d'élargir la lueur autant que l'on puisse le faire, tout en restant lucide, tout en restant les yeux ouverts. Mais je pense que tenter déjà de comprendre et envisager, c'est faire une partie du chemin et considérer que ça reste, ne pas abdiquer
à cette idée que ce n'est pas jouable, quoi, et que ce qui nous guette comme horizon est celui dont nous faisons l'expérience dans ces temps. Et puis réinscrire aussi dans le temps de l'histoire des sociétés humaines cette sempiternelle question qui revient. Et je pense que le chemin de l'émancipation est toujours à refaire, est toujours à emprunter à nouveau. Et c'est à cette invite-là, quoi, de ne pas lâcher le morceau, quoi. Vous aviez parlé tout à l'heure de ces tensions réelles qui existent aujourd'hui à cause justement de la violence permanente à l'est du Congo, dont une partie s'explique par la présence rwandaise au Congo. Il y a ces tensions entre les gens. Mais peut-être que tout le travail, pour moi, se situe à l'endroit de la rencontre ou de la possibilité de la rencontre. Parce que quand je suis face à Dorcy, je ne vois pas un Rwandais. D'abord, je vois un homme de ma génération qui a traversé des choses, qui se situe à un endroit où il y a la possibilité de la rencontre. Parce que là, le spectacle qu'on a présenté le mois dernier dans le cadre du Festival d'automne au Théâtre du Chaillot est porté par une danseuse qui vit à Bukavu. Bukavu, c'est à la frontière entre le Rwanda et la RDC, au sud Kivu, au bord du lac Kivu. Pour préparer ce spectacle, à un moment, il y avait tellement de violence à l'est du Congo qu'on a dû se rapatrier sur Gisenyi au Rwanda. Parce qu'au moins là, on était en sécurité. Et quand on a répété là, dans une villa qu'on avait louée face au lac Kivu, on voit de l'autre côté les collines brumeuses côté congolais, le lac au milieu. On se dit, en fait, nous respirons la même poussière, nous sommes face à des paysages d'une beauté incroyable, mais aussi avec un potentiel de mort inouï. Parce que ce lac, avec tout le gaz qu'il y a là-dedans, s'il y a un tsunami, et les volcans qui sont à côté, si ça explose et que ce gaz est libéré, on partira tous. Et ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi dans cette région. Dans le spectacle de la profanation, je fais chanter 3 fois par Inès Mangominja, la danseuse, une chanson qui est presque comme l'hymne national non officiel du Rwanda, Umunezero, de la chanteuse Cécile Kayerebwa. C'est que, oui, il y a cette violence, il y a cette mort permanente qui est semée là. Mais il y a aussi possibilité de rencontre. Et pour la première édition de la Triennale de Kigali, quand Dorcy m'a invité, j'y suis allé. C'était en février 2024. Et j'ai proposé des ateliers. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on est donc la question d'aspirer à cet espace, à une communauté partagée, voilà. Mais je ne veux pas me faire d'illusions, dire que non, on doit construire cet espace-là. Et peut-être que c'est plus que moi, c'est plus que ma génération, d'où on va passer. Mais qu'est-ce qu'on fait à notre niveau pour commencer à planter cette graine? Voilà. J'aimerais ajouter quelque chose, Faustin, et merci pour tes mots, vraiment.
Oui, nous partageons le même lac, les mêmes collines, le même destin, mais aussi nous partageons les mêmes liens de parenté. Quand la mémoire nous reviendra, nous nous rappellerons que nous avons les mêmes mythes, la même cosmogonie et que nous sommes toujours vus venant du même sein. Et que nous sommes vraiment, pas d'une manière symbolique, mais réellement parents. Et ça aussi une réalité. Et que il n'y a pas de mort congolais, il n'y a pas de mort rwandais, il y a nos morts à tous, en fait. Merci infiniment à vous, merci à Faustin Linekula, merci Felwine Sarr, merci Alice Diop, merci Dorcy Rugamba et merci beaucoup à vous d'avoir été présents cet après-midi. Merci. On vous donne, avant de nous quitter, on vous donne un rendez-vous le 14 décembre à MK2 Bibliothèque Centre Pompidou pour la dernière rencontre de cette recherche de vie commune avec Alain Gomis, Nadia Lakizukidi, Sami Balogi et bien évidemment Felwine Sarr. Merci.